Bonjour. Hello. Bonjour. Ah, vous parlez anglais, Gilles, finalement? Pardon? Vous parlez anglais, finalement? Absolutely. Merci. Welcome to the press conference of Bienvenue Moulin. à Ça, cette c'est conférence de presse annonce consacrée pour au Gilles. film Bienvenue pour Moulin. Bonjour à tout le monde, bonjour au public, bonjour à l'équipe du film que je vais présenter immédiatement. À l'extrême droite ou l'extrême gauche, ça vous choisirez. Mathias Erdely, qui est chef opérateur. À ses côtés... Alors Mathias, c'est la seule personne de cette conférence qui parle anglais, donc pour les échanges, merci de prendre votre casque. Le 1, c'est le français, et le 2, c'est l'anglais. À ses côtés, Olivier Demangel, scénariste du film. Bonjour. Qui adore parler en public, il n'attend que ça. J'attends. Donc allez-y sur les questions, sur les... Non, mais toutes les questions sont pour vous, Olivier, de toute manière. Merci, j'espère. Alain Goldman, Thanks a lot. Alain Goldman, producteur. Merci. Introducing Gilles Lelouch, actor. Gilles Lelouch, acteur. Louise Bourgoin, actrice. Félix Lefebvre, acteur. Laetitia Pranzanel-Garrigue, compositrice de la musique. Et il en reste un au milieu de la table, Laszlo Nemes, réalisateur. Bravo. Juste une petite précision, Lars Heidinger, qui était avec Oui, nous hier soir, a dû repartir très rapidement sur le tournage de Superman, qu'il tourne à Atlanta. Les Américains de la production nous avaient autorisé à ce qu'ils viennent, mais il devait absolument repartir car il démarre aujourd'hui le tournage là-bas. C'est sa raison, la raison de son absence. Pardon? He's Brainiac. Brainiac. C'est bien comme ça? C'est son rôle dans... Son rôle, oui. C'est son Enfin, rôle dans lui, Superman. Non, il joue pas Superman. Bah, Alain, vous allez presque... On est Ça d'accord. n'a rien à voir. Alain, vous allez garder la parole parce que la chronologie de cette histoire, de ce film, c'est vous qui en êtes à l'origine. Enfin, peut-être que vous allez me contredire, mais j'ai cru comprendre que vous avez demandé à Olivier un scénario, d'écrire ce scénario sur Moulin. Comment ça s'est passé, justement, le point de départ de ce film? Parce qu'il y a eu Olivier, après il y a eu Laszlo, puis après les comédiens, on passera... On a avec Olivier eu envie effectivement de s'intéresser à cet immense personnage qui est Jean Moulin, probablement l'un des plus grands héros du XXe siècle français, et simplement on a eu envie de raconter son extraordinaire destin, et à partir de là on a commencé à évoquer, à concevoir ce que pourrait être le film que on vous a présenté hier. Justement, Olivier, choisir les quelques derniers jours de Moulin plutôt que toute son histoire, est-ce que ça a été un choix de départ immédiat? Est-ce que ça a été difficile de trouver cette idée-là? Comment ça s'est passé? En fait, ça a été assez rapide parce que, instinctivement, j'avais la sensation que ce serait très difficile de faire un biopic de Jean Moulin, parce que c'était un personnage très intimidant et aussi qu'il avait une vie finalement assez simple, et pas le bon mot, mais c'était un fonctionnaire au service de la République et que je ne voyais pas comment l'appréhender. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, il y a un territoire de fiction qui n'a jamais été raconté ces derniers jours, puisque en fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de l'identité même de Jean Moulin qu'on allait pouvoir raconter. Et on a déjà eu des grands films sur la Résistance, on a eu l'Armée des Ombres, on a eu des grandes fresques en fait historiques, mais on n'a jamais vraiment raconté de l'intérieur et de l'intimité ce qu'est un résistant. Et il me semblait que cette idée de qu'est-ce que ça veut dire ne pas parler face à un bourreau, qu'est-ce que ça veut dire à quoi on résiste, quelles sont les techniques pour faire parler, comment on arrive quelque part à se sublimer, mais comment on doute aussi en fait, parce que Jean Moulin est quelqu'un qui a beaucoup douté, qui se sentait très faillible. Et il me semblait que c'était un territoire passionnant de narration et de fiction, et de dramaturgie aussi.
Mais il y a beaucoup de documentation ou il y a de la réinterprétation, de l'imagination, de choses que vous pouviez... Il y a eu beaucoup de documentation, bien sûr, notamment sur ce qui se passe avant son arrestation et son arrestation, qui sont des événements qui ont été beaucoup racontés. Ensuite, de son arrestation, on sait qu'il est mort dans un train, mais de son arrestation à sa mort, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il s'est fait raser dans la prison, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours une scène où il se fait raser. Il y a eu 1 ou 2 éléments qu'on a connus, mais tout le reste était complètement vierge. Donc, pour le raconter, la façon dont j'ai procédé, c'est plutôt d'aller revoir toutes les techniques qu'employaient les Allemands à l'époque pour faire parler des résistants. Et à partir de là, d'essayer de se dire comment c'était possible, qu'est-ce qui avait pu se passer pour lui. En essayant d'éviter aussi, avec Laszlo, on a beaucoup insisté aussi là-dessus par la suite, d'être le moins possible dans la torture physique. On sait que dans la réalité, Jean Moulin, sans doute, était beaucoup plus torturé que ce qu'on voit dans le film, mais on n'avait pas envie d'infliger aux spectateurs trop de violence, en fait. Donc il fallait réussir à trouver une gradation entre cette torture psychologique, ces entretiens avec le bourreau, et comment progressivement on arrive dans cette descente aux enfers et un peu cette martyrologie. Alain, vous vouliez rajouter quelque chose? On sait aussi à travers le procès Barbie que Barbie était un grand adepte de la torture psychologique et qu'il adorait montrer à ses victimes qu'il allait torturer les êtres chers ou les compagnons. C'est quelque chose qui a été très, très souvent relaté dans ses approches de torture. Et voilà, maintenant arrive Laszlo Nemes. Vous êtes francophile, francophone, vous parlez très bien français. Quand Alain Goldman vous a proposé Moulin, d'abord, que représentait cette figure, ce nom, cet homme, pour vous, qui n'êtes pas français de culture et d'origine? Et quelle a été votre réaction quand Alain vous a proposé le film? D'abord, je suis très fier d'être là, à Cannes, et de présenter ce film, très ému. Et on mesure aussi la responsabilité qu'on a quand on parle de Jean Moulin. Et je crois que c'est aussi le sentiment qui nous a guidés à travers tout le film. Quand le scénario m'a été proposé, il y a quelques années, par Alain et Olivier, ils ont pensé à moi. Il pensait que c'est mon approche, disons, plus immersive du cinéma me permettrait d'approcher une situation comme ça. Ça m'a beaucoup ému et intéressé. J'ai trouvé que c'était relativement proche de mes préoccupations. On parle dans ce film de choses fondamentales, civilisationnelles, entre le bien et le mal, la meilleure version de l'homme qu'on puisse avoir et la pire version de l'homme qu'on puisse avoir, une vision de la civilisation. La civilisation et l'être humain contient les 2 voies possibles, et c'est en chacun de nous, quelque part. Et donc c'est cette confrontation-là que j'ai voulu étudier, explorer. Mais j'ai aussi, en me plongeant dans la vie de Jean Moulin, j'ai notamment à travers le livre de Daniel Cordier, alias Caracalla, j'ai commencé à connaître un être humain qui avait une vraie vision de la vie, de l'art. Il était artiste lui-même, peintre, dessinateur. Il avait une vision de la civilisation. C'était quelqu'un qui était un vrai humaniste. Et qui, à l'époque, je pense, était beaucoup plus isolé que ce que l'après-guerre nous dit. Ces résistants-là étaient quand même très isolés, ils étaient dans un brouillard de guerre. Et comment reconstituer ce brouillard de guerre, cette impossibilité à voir au-delà de nos perceptions, c'est des choses qui m'ont intéressé. Voilà. Et maintenant, on passe aux comédiens. Gilles, un petit peu même question à Laszlo. Ce que représentait Moulin et quand on reçoit un tel scénario, un tel personnage, est-ce qu'on est un peu effrayé ou au contraire poussé par l'excitation, l'envie d'interpréter un personnage aussi important? En fait, c'est une sorte de sidération parce qu'on se dit pourquoi moi plutôt qu'un autre, en fait. Et puis il y a cette énorme responsabilité de porter sur ses frêles épaules cet homme illustre, cette possibilité d'engager un personnage qui va
aller au-delà d'un nom sur un lycée, quelques lignes sur un livre, de le rendre vivant. Mais quelle légitimité pour le rendre vivant, en fait. Et j'ai été très aidé par l'incroyable écriture de mon ami, l'exigence absolue de Laszlo. Et en fait, il y avait une espèce de responsabilité dingue, terrible, sur le film qu'on était en train de faire, en fait. C'était pas du tout il n'était pas question de faire une biographie, il n'était pas question de faire un biopic, il n'était pas question d'avoir une espèce de vision large, il était question d'entamer le personnage dans sa sincérité, dans sa personnalité, dans ce qu'il est de plus intime. Et je ne sais pas comment dire, c'est très compliqué pour un acteur que d'envisager qu'on peut faire cet homme-là. Et en fait, c'était l'écriture, l'exigence de Laszlo, l'engagement de tout ce film qui a fait que j'ai pu éventuellement le penser et l'envisager. Je vous connais un peu, je vous sens un peu ému et porté par le personnage ce matin. Comme j'ai été ému en montant les marches hier soir, c'est vraiment très particulier que de s'engager dans l'idée je sais pas comment dire, d'avoir du culot d'envisager cet homme, en fait. C'est un héros dingue, c'est un homme exceptionnel. Et en fait, pour un acteur, même le cinéma, même le métier d'acteur est idiot, c'est moindre, c'est absurde. Et je le pense sincèrement. En fait, tous les jours, chaque scène, chaque moment, je pensais à lui. Je regardais le ciel et je me disais, mais le calvaire que cet homme a enduré, je ne serai jamais à la hauteur de ça. Donc on envisage ce qu'éventuellement cet homme a vécu, mais en vrai, c'est une pâle copie. Louise et Félix, vous, comment est-ce que vous avez abordé? Alors, c'est des scènes très particulières. Hein. Louise, vous êtes dans la scène de confrontation enfin un petit peu avant, mais surtout la scène entre Barbier et Moulin. Et vous, Félix, vous jouez le prisonnier, le compagnon de cellule de Moulin. Comment est-ce que vous avez abordé ces rôles sur des scènes assez précises où faut être là, présent tout de suite, Louise? Je réponds d'abord. Le personnage de la comtesse est fictionné. C'est un personnage qui n'a pas existé et c'était important pour Laszlo et moi qu'on ne sache pas si elle est collabo ou résistante. Et ce qui m'a intéressée en tant qu'actrice, c'est que le désir amoureux qu'on peut avoir pour quelqu'un, il peut passer de l'extérieur pour une dangerosité et vice-versa. Et donc c'était... j'ai peu de scènes, mais la difficulté, c'était ça. C'était à la fois être... tenu par quelque chose un peu troublant et à la fois passer pour quelqu'un de possiblement dangereux. Et puis j'étais très curieuse en tant qu'actrice de travailler avec Laszlo, dont j'admire beaucoup le travail. D'abord parce que je trouve que sa mise en scène, elle est d'une virtuosité assez magistrale et tout le monde pense comme moi, mais c'est aussi très intéressant quand on est acteur de travailler comme ça sur toute la durée d'une séquence sans que ça coupe aussi, parce que ce sont beaucoup de plans séquences. Et puis, dans toutes les fictions que l'on voit au cinéma, toute l'intrigue et toutes les choses se passent au premier plan, alors que lui, le fond épouse la forme, c'est-à-dire que son cinéma a de la profondeur. C'est comme si tout le monde pensait en bidimensionnel alors qu'il pense en boîte. Et il y a des choses capitales qui se passent au 3e ou au 4e plan. On le voit déjà dès le Fils de Saul. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Aussi, le fait de ne pas faire le focus sur la personne qui parle. Enfin, il a une sensibilité dans sa mise en scène qui porte beaucoup en tant qu'acteur. Et pour reprendre le mot de Gilles, c'est une très grande exigence et dont on a essayé d'être digne. Voilà. Félix, alors il paraît que vous avez dormi dans la prison, vous, pour quelle méthode Actor Studio? Oui, bah, alors la réalité, c'est qu'en fait, je finissais un tournage vraiment 2 jours avant. J'avais 2 jours pour me préparer vraiment pour rentrer dedans, quelques jours de tournage, donc je ne pouvais pas me chauffer en 2-3 jours.
Et c'était quand même pour moi un immense honneur de tourner avec Laszlo. C'était un rôle très important. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si je dors dans la prison, ça va me mettre dans sa peau tout de suite. Ça a marché. J'ai dormi une nuit et après, j'y suis pas retourné. Parce qu'il y a des chauves-souris, donc on essayait de bloquer les fenêtres avec des cartons pour qu'elles rentrent pas. Et puis, j'ai perdu la notion du temps, mais ça m'a permis de vraiment commencer l'aventure. Et pareil, c'était une recherche d'ambiguïté constante parce que le personnage était dans un enjeu de vraiment vis-à-vis du personnage de Moulin, de ne pas savoir si c'est un collabo ou si c'est un résistant. Et donc, pour jouer ça, il fallait trouver une forme de pureté et d'ambiguïté. Moi, je sais que revoir le film de Robert Bresson, Un condamné à mort, s'est échappé avant. Ça m'a permis aussi de comprendre ce jeu parfois épuré qui amène du coup au spectateur une vision plus multiple. Et la direction de Laszlo m'a vraiment permis aussi d'aller chercher des choses. Il m'a vraiment un peu appris à jouer de nouveau. Vraiment, j'ai appris la méthode Laszlo Nemes. C'était dans sa pureté, dans une direction vraiment... je te remercie, Laszlo. On parlera justement de Laszlo, puis ce sera une question que je pourrais prolonger à Mathias. Vous avez tourné en pellicule, enfin en 35. D'abord, pourquoi et qu'est-ce que ça change parce qu'évidemment, le numérique permet de tourner pendant des heures et des heures. En pellicule, c'est un peu différent. Qu'est-ce que ça change et pourquoi ce choix formel? Déjà, pourquoi je tournerais en numérique? C'est ça la question, pour moi, plutôt. Mais aussi... non, mais parce qu'aussi, d'abord, moi, je voudrais donner le maximum aux spectateurs. Je voudrais pas faire de la télé en salle. Donc, je donne le maximum en mettant dans une sorte d'hypnose, puisqu'on a la moitié du temps dans le noir avec nous-mêmes, et les images fixes deviennent mouvements dans votre tête, comme si vous êtes spectateur de ce film. Et donc, du coup, pour moi, ce qui était important, c'est de donner le maximum aux spectateurs, pour moi, c'est la magie du cinéma, la pellicule. Ça reste. Je suis étonné à quel point on s'est numérisé. Je ne sais pas si c'est pour le mieux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le numérique vous permet de relâcher. Vous pouvez désapprendre plein de choses. Vous ne devez plus savoir grand-chose, je pense, techniquement. La machine à votre place. Ça ne vous pousse pas à être obligé de faire des décisions, à prendre des décisions en amont et sur le tournage, et pas attendre faire 2000 plans et tout tourner et avoir cette espèce de fear of missing out, de l'inflation des plans et tout ça. Donc pour moi, c'est la discipline du travail, c'est toute une philosophie quelque part du cinéma, et c'est important pour moi. Et je pense que pour les acteurs, c'est bien aussi. On a des répétitions, et après, quand on se sent assez prêt, on commence à tourner, et c'est un rituel quelque part. Je vais juste passer la parole à la salle. Peut-être un mot quand même, Mathias, sur justement tourner en pellicule pour un chef opérateur. Est-ce que c'est particulier? Est-ce qu'on revient à l'essence du cinéma? Est-ce que vous avez fait un travail spécifique? Je ne pense pas qu'on revienne dans le temps, au contraire, on va de l'avant. C'est à nous, cinéastes, d'exercer un impact sur le public. Nous créons des images, c'est une forme de communication visuelle, et j'ai toujours ressenti que si vous comparez cela, si vous comparez une version numérique et pellicule de la même image, eh bien la pellicule est beaucoup plus puissante pour véhiculer des idées. Il y a quelque chose une relation particulière. Et le pouvoir de ces images sur pellicule parle d'elles-mêmes. On passe au... Oui. Bonjour. Gérard Chargé de Cinézoom. Moi, je voudrais revenir sur le scénario, Laszlo. Est-ce que vous êtes intervenu
est-ce qu'il y a eu des modifications que vous avez apportées? Parce que c'est vrai que cet homme ayant une vie si riche et si importante, est-ce que parfois vous n'avez pas été frustré ou est-ce qu'il y a tout ce que vous vouliez dans votre film? Et puis Gilles Lelouch, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à cet homme qui était extrêmement difficile à interpréter et à ressentir. Est-ce que il y a des choses personnelles que vous avez intégrées dans ce personnage, justement, en l'interprétant? Et est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir plus d'hommes comme lui encore aujourd'hui? La résistance, Gilles. En fait, c'est une affirmation. Peut-être Laszlo sur le scénario, sur la façon dont... On a travaillé avec Olivier sur le scénario beaucoup. C'était un vrai voyage. Je pense on a appris à se connaître et à savoir quel film on voulait faire ensemble. Et pour moi, j'ai pas de regrets sur le... évidemment, si on avait fait un biopic sur Jean Moulin, ça aurait été différent, mais c'était pas du tout le but. Et on a essayé de réintégrer dans le scénario ce qu'il était aussi par ailleurs. Je pense par exemple à la peinture, sa passion pour la peinture, elle apparaît quand même dans le. On a essayé de mettre des éléments biographiques de lui dans le personnage. Oui, notamment, je pense que quand vous étudiez un peu la vie de Jean Moulin, son rapport à l'art, je pense qu'il aurait aimé qu'on en parle. Donc j'avais l'impression que c'était tellement constitutif de sa vie, sa philosophie de l'art était inséparable de sa philosophie de la vie, de la philosophie politique et sa vision de l'humanité, que je pense qu'on avait vraiment besoin, je sentais ce besoin de faire ce geste pour Jean Moulin. Et Gilles, sur les résonances entre le personnage et vous, est-ce que vous résistez? Non, aucune. Ce serait très présomptueux de ma part d'imaginer qu'il y avait une résonance. Non, pas du tout. Au fond, monsieur, une question, monsieur là. On n'a pas voulu recréer on n'a pas voulu faire une copie de Jean Moulin. On a essayé de rendre quelque part, transposer au cinéma l'essence même de ce qu'on avait, de ce qu'on croyait du personnage et de cet homme et de ses derniers jours. Voilà. C'était une mission. Voilà. Pardon. Non, je vous en prie. Bonjour, je viens de Hongrie. Félicitations pour ce projet. Question à Laszlo. Vous êtes très indépendant. Je suis là au fond. Regardez. Oui, dans l'ombre, dans la pénombre. Vous êtes un cinéaste très indépendant et la Hongrie est arrivée à la croisée des chemins en termes de politique avec ce qui s'est passé. Est-ce qu'un environnement culturel, politique nouveau, changeant, peut vous donner plus de liberté artistique? Vous pourriez répéter la fin de la question? Est-ce que le changement culturel, politique peut donner à un réalisateur un réel sens de la liberté, ou est-ce que cette sentiment de liberté est quelque chose d'interne? En tant qu'artiste, vous savez, je me bats toujours contre le conformisme d'un média donné. Je veux parler des tendances cinématographiques. Je sens de l'académisme, du conformisme. Et en tant qu'artiste, je sens instinctivement qu'il faut que je m'oppose, que je résiste à ces tendances, qu'il faut que je trouve ma voie, aux deux sens du terme, pour ainsi dire. Et cette voie doit être spécifique. Elle ne doit pas ressembler à autre chose avec l'Internet, avec toutes les technologies. Plutôt qu'une ouverture, ce que l'on voit, c'est un resserrement. Beaucoup de copies, d'imitations. Et le pouvoir du cinéma, c'est sa singularité. Et nous sommes heureux pour la Hongrie. Ça a été vraiment un moment magique de retrouver la liberté.
Question. Bonjour, je viens du Brésil, Rodrigo Fonseca. Question à Laetitia et à vous, Laszlo. Pourriez-vous parler un peu de l'ingénierie du son? Et surtout, pourriez-vous parler de la bande son qui était vraiment très originale? Comment vous avez composé ça et comment vous avez travaillé ensemble là-dessus? I will let her speak, but I just wanted to, as an introduction. Je vais lui passer la parole à Laetitia, mais juste pour vous dire que c'est mon premier projet avec elle. Et je trouvais que son travail était très large, très riche, très vaste. Et quand je lui ai parlé la première fois de ce projet, je lui ai dit ce sera un parcours que nous allons vivre ensemble. La musique fait partie, bien sûr, intégrante du projet. Et parfois, le son devient la musique. D'autres c'est la musique qui devient le son. Et Laetitia sent très bien qu'elle vient de ce côté-là du monde musical où le son est utilisé ou fait office de musique. Et je me suis dit que ça collait. Donc, Laetitia et nous tous avons travaillé ensemble pour créer cette texture particulière. Parfois, il y a des partitions, mais parfois, c'est vraiment la prison de Montluc, avec tous les sons alentours qui vont avec, donc c'est très subjectif, somme toute, mais c'est aussi vraiment linéaire dans sa subjectivité. C'était un peu long l'introduction, pardon. Laetitia. Tu peux dire en français si tu veux. En français? Oui, bien sûr. C'est mieux. Whatever, whichever you're comfortable. Donc oui, c'était notre première collaboration et évidemment j'étais ravie d'avoir réussi aussi à ce qu'on s'entende, à comprendre en fait le positionnement. Quand on compose de la musique, c'est un peu comme quand on peint. C'est une toile et le cinéma de Laszlo est très riche en fait. Donc il faut essayer de ne pas... En fait, il ne s'agit pas de rajouter une narration, mais il s'agit de rajouter un filtre, ce qu'on a appelé ensemble un soundscape, et quelque chose qui va... En fait, qui ne va jamais rajouter quelque chose que l'on peut palper en termes de mélodie. Il n'y a pas de motif. On est vraiment dans une peinture linéaire et qui va prendre de la distance par rapport au sujet, parce qu'il ne s'agit pas, en tant que compositrice ou musicien, on peut en 3 notes teinter et à jamais de drame ou de quelque chose qui n'avait pas du tout de lieu d'être dans le film. Donc, il fallait prendre cette distance-là et peindre un tableau très froid, mais aussi très puissant dans l'ajout de différentes fréquences, le jeu de rythmes disruptifs, de choses auxquelles on ne s'attend pas, où il n'y a pas de logique temporelle. Donc on a ces sons de synthétiseurs que j'ai utilisés comme des sons acoustiques, et j'ai traité l'acoustique, tout ce qui est écriture orchestrale très contemporaine, mais comme un synthétiseur. J'ai essayé de complètement brouiller les pistes en termes d'outils sonores. Et ce qui était intéressant, c'est que toute l'équipe de Laszlo, il y a Tamash, l'ingénieur du son, et le monteur aussi, Peter, on a travaillé ensemble et ils m'ont beaucoup apporté dans le fait de travailler en forme de stem. Et les personnages se sont dessinés comme ça. C'est-à-dire que j'avais utilisé des sons de diphonie, de clarinette, contrebasse, et le fait de les avoir déplacés, c'est des sons qui sont terribles. Pour moi, c'est vraiment la violence musicale quand on prend un instrument acoustique et qu'on le détourne de son usage habituel. On obtient en fait de la violence. C'est comme si l'instrument criait de douleur, et on a utilisé ces codes-là. Et c'est eux qui m'ont amené à développer ça dans toute la partie de la Gestapo. On a ces sons qui sont vraiment affreux. Et ça fait partie maintenant du dessin du projet. Et ça, je l'ai été un petit peu amenée dans cette direction-là par l'équipe, en fait. Donc j'ai aussi... Il y a eu cette chose très symbolique d'enregistrer des chœurs dans la prison de Montluc.
Et c'est Laetitia qui a eu l'idée. J'ai trouvé ça, et on a ça dans le film, notamment à la fin. Je trouve que c'était quelque chose de, voilà, que c'était presque une il y avait une dimension clairement spirituelle. L'émotion qu'on a vécue hier, que j'ai personnellement ressentie, c'était exactement ce qui nous est arrivé à la prison. Il se trouve que j'habite en région lyonnaise, et donc c'était le moment où jamais je connais le chef d'un des meilleurs chœurs français, le chœur Spirito. Et c'était pas si simple d'organiser ça, mais on l'a fait. Et effectivement, on s'est connecté à cette histoire qui nous transcende évidemment. Et ça nous a bien installés au sol en se disant, voilà, on rend hommage à notre manière. Mais oui, on était dans ces lieux. La résonance, même si quand on fait une prise de son, c'est toujours risqué quand on est dans un lieu où on n'est pas du tout dans des conditions de studio. Il se trouve que le lieu a bien répondu, qu'il y a du métal dans ce son-là, il y a le métal de ces barrières, de ces rambardes qui sentent la douleur, et on l'entend dans le son. Je voulais imprégner ça, moi, en tout cas, dans l'histoire de la musique du film. Madame. Bonjour, je suis journaliste ukrainienne, et vous avez parlé des confrontations des mâles et des bons dans votre film. Et généralement, votre film montre les tortures qui en a parlé horribles et des humiliations subies par Jean Moulin. Et en regardant le film aujourd'hui, comme journaliste ukrainienne, je ne pouvais pas penser des parallèles à la réalité qui est maintenant. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez pensé aussi à cette parallèle et que tout ça, c'est pas qu'un passé? Mon travail de metteur en scène, c'est le travail aussi d'explorer la capacité de l'être humain à être, d'exister dans différentes dimensions et à choisir des différentes voies et à laisser, même anthropologiquement, il y a une longue tradition, je pense, une diversité incroyable de ce que l'être humain peut faire. Et je crois qu'on se coupe aussi un peu dans cette civilisation comment dirais-je, un peu postmoderne. On se coupe des vraies capacités de destruction de l'homme. En tout cas, on croit qu'on est meilleur. Et en fait, on est toujours un peu là. Il y a toujours cette tentation de la barbarie. Et c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. La tentation de la barbarie et la possibilité pourtant de s'élever et d'être meilleur. Et c'est aussi un peu les deux dimensions constitutives du film. Monsieur. Hello, I'm Christer from Focus Bonjour, Magazine Christer Sweden. de Focus Magazine de Suède. Ma question donc s'adresse à Mathias. Merci. Ça a été avec un cinémascope anamorphique et en 35 mm. Donc ma question concerne les aspects techniques et les défis que vous avez pu rencontrer dans ce domaine. Ce n'était pas vraiment des défis. Non, le format est un format classique. Au final, nous avons pensé tous les deux que ça correspondrait parfaitement, ça collerait avec le son. C'est le premier film que nous avons fait dans ce format. Je pensais qu'on aurait pu tourner peut-être en... en widescreen, mais je me suis dit non, ça collerait pas. Oui, d'autant plus qu'il était confiné dans un espace tout petit, donc il fallait ressentir l'étroitesse de l'espace. Donc c'était pas vraiment un défi, c'est le meilleur format que vous puissiez utiliser, que je recommande très chaleureusement à tous les autres réalisateurs. Et puis ces objectifs
d'Hollywood, qu'énormément de films ont utilisé de par le passé. Ça donne cette qualité cinématographique. C'est beaucoup plus réaliste, le résultat que l'on voit dans le film. Et donc, il y a aussi une ambition cinématique qui est vraiment importante, et je voulais que ça ressorte dans le film. Voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter encore. Monsieur. Oui, donc je suis Yazid du média Parole d'Honneur, et donc l'année prochaine se dérouleront les élections présidentielles en France. Le Rassemblement national, fondé par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traîtres à leur nation, ont une chance d'arriver au pouvoir. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Pensez-vous également que la France insoumise, majoritaire à gauche, est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance? Question pour Gilles Lelouch, s'il vous plaît. Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur. Je sens qu'on n'est vraiment pas là pour commenter la politique française. Moi, je sens qu'on a fait ce qu'on a pu pour rendre hommage à Jean Moulin, qui était pour moi une figure dont on n'a pas vraiment mesuré la portée dernièrement, puisqu'on oublie un peu. Ouais. Juste une terme. On oublie la dimension de ce qu'une figure, au-delà de la figure historique, la personne, de ce qu'elle a accompli. Et pour moi, ce qui m'apporte, c'est d'emmener le spectateur dans une réalité avec quelqu'un qui est beaucoup plus seul que ce qu'on pense. Et en étant seul, avec sa responsabilité d'être humain, pour moi, c'est toujours l'individu et la liberté qui sont les choses les plus importantes. J'ai grandi dans un pays où on n'avait pas la liberté, notamment dans les années 80. Je suis arrivé en France en 89. C'était comme changer de planète. Et j'oublierai jamais la situation où on n'a pas la liberté dans la vie quotidienne. On est en ligne, en classe, dans le gymnase, et on chante des chants soviétiques, l'équivalent, vous voyez. Donc du coup, pour moi, la liberté individuelle, c'est ce qui est le plus important. Et je crois que c'est le message, si vous voulez, de Jean Moulin, et c'est pour ça qu'il est mort. Voilà. On peut simplement compléter en disant que ce qui nous a bouleversé dans le parcours de Jean Moulin, c'est que c'est un homme qui se situait au-dessus des partis. Il a d'ailleurs tenté, dans son rôle de chef de la résistance, de rassembler autour, non pas tant de la nation, mais de la patrie. La patrie, c'est liberté, égalité, fraternité. Il est mort au nom de la liberté. Merci. Nous terminerons sur cette devise républicaine importante. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde.